très, très importante en termes de symboles, parce que c'était la journée de signature de ce fameux accord de Paris de l'an dernier, finalement, hein, de novembre dernier. Alors, ces représentants de pays, ils sont aujourd'hui à l'ONU. Justin Trudeau y est aussi. Oui, tout ça pour signer, tout ce beau monde pour signer cet accord. C'est beaucoup de monde. C'est un record, c'est Ban Ki-moon qui l'a souligné. Ce nombre de chefs d'État qui signent un traité international, c'était du jamais vu. Alors ce geste, cette signature de Justin Trudeau et des autres chefs d'État, c'est important, c'est un jalon important, mais symbolique, protocolaire d'abord et avant tout. Ils sont 175 pays à avoir posé ce geste aujourd'hui, 175 chefs d'État à avoir posé ce geste. Il en reste une vingtaine qui ont un an plutôt, pour signer ces accords de Paris. Ça, c'est la signature. Reste la ratification. Une fois que c'est signé, on revient au pays. Les instances législatives, comme ici le Parlement à Ottawa, doivent ratifier cet accord. C'est à ce moment-là où véritablement on pourra dire que la cible tant désirée sera atteinte. Mais pour que ça soit ratifié officiellement, il faut que 55 pays le ratifient et qui représentent 55 des gaz à effet de serre émis dans le monde. Tout ça avec comme objectif final 2020. Alors ça, c'est quand même ambitieux, mais c'est ce qu'on s'est fixé comme objectif. Rappelez-nous les cibles, justement, en vertu de l'accord en question. Les cibles, allons-y très simplement, on veut limiter à 2 degrés l'augmentation des températures par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça, c'est la cible minimale. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est plutôt aller en deçà de cette limite et limiter à 1,5 degré Celsius l'augmentation des températures par rapport à l'ère pré-industrielle. Il y a aussi une question de sous, 100 milliards de dollars par an donc on veut verser aux pays émergents, aux pays en voie de développement, et qui ont quand même un poids assez considérable dans ces gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Quant au Canada, maintenant, c'est toujours les mêmes cibles du gouvernement précédent que maintient le gouvernement Trudeau. Une baisse de 30 des gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005. Tout ça est peu probable. Pour moi, qui le dit, c'est le directeur parlementaire du budget à Ottawa qui l'a spécifié cette semaine. Quand on regarde les ressources qu'on va investir dans tout ça, l'atteinte de cette cible est peu probable, à ce stade-ci à tout le moins. Merci beaucoup, Alexis. On continue à en parler cette fois-ci avec notre collègue Étienne Leblanc, qu'on retrouve à New York, justement. Bonjour, Étienne. Bonjour. Alors, vous avez assisté justement à cette cérémonie. Il y a un symbole très, très fort là-dedans, mais Alexis nous le disait, on peut peut-être apporter quelques bémols déjà, parce qu'entre la signature et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, il y a un énorme pas à franchir. Oui, un énorme pas, c'est vrai. Bon, Alexandre le rappelait, Alexis le rappelait, pardon, les conditions pour que l'accord entre en vigueur. On veut que ce soit le cas avant 2020. 55 pays qui ratifient l'accord, qui comptent pour 55 des émissions mondiales. Je ne crois pas que ça sera très difficile d'atteindre le seuil de 55 pays. Il y a déjà 15 pays qui l'ont ratifié jusqu'à maintenant. Alors ça ne sera pas une condition très difficile à respecter. Le plus difficile, ce sera le fameux 55 des émissions mondiales. Ça sera un petit peu plus compliqué. Bon, déjà, on a eu les États-Unis et la Chine qui ont dit qu'ils ratifieraient dès cette année l'accord de Paris. Ça, c'est déjà à peu près 40 des émissions de gaz à effet de serre. C'est un très bon pas. Il manque donc environ, pour atteindre ce 55 un 15 mais un 15 qui sera très difficile à aller chercher. Pourquoi? Parce que les grands pollueurs de la planète, les autres grands pollueurs, que ce soit l'Inde, la Russie, le Japon, le Brésil, sont tous assez réticents pour s'engager dans l'accord de Paris. Bon, ils l'ont adopté en décembre dernier à Paris. Tout le monde était ensemble, tout le monde était content. Mais de présenter cet accord devant le Parlement pour que le Parlement l'accepte, c'est une autre tâche. Alors, on sait bien, par exemple, au Brésil, il y a une grande crise politique, ce ne sera pas la priorité. En Russie, on est très, très réticent. Et au Japon, par exemple, eh bien, on a dû fermer les réacteurs nucléaires suite à l'accident de Fukushima. On est très dépendant maintenant des énergies fossiles et donc l'action climatique est un petit peu moins vigoureuse. Donc, ce sont ces 15 qui seront très difficiles à aller chercher, surtout que c'est très court, 2020, c'est demain matin. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois qu'on l'a signé, est-ce qu'on a vraiment quelque chose de contraignant comme pays? Bien, aujourd'hui, ça a été signé. Il n'y a rien de contraignant. Dans le fond, ce que les pays ont fait aujourd'hui, c'est une déclaration d'intention. On verra bien ce que les parlements feront.
Quand ce sera ratifié, si jamais l'accord en question entre en vigueur, ben c'est un peu ça le grand défaut de cet accord, c'est que ce n'est pas un accord contraignant, c'est un accord de bonne volonté et on compte dans le fond sur le mouvement mondial pour faire avancer les choses. Et je dirais que même si ce n'est pas contraignant, ça risque de jouer en la faveur de l'accord de Paris parce que c'est vrai qu'il y a des changements d'attitude de la part des entreprises privées, de la part de certains gouvernements qui étaient dans le passé plus réticents et qui voient bien qu'aujourd'hui, la lutte contre les changements climatiques, ça peut aussi être une occasion de faire croître l'économie. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un accord contraignant, mais de toutes les façons, c'était la seule façon de réunir autour de la table 195 pays autour d'un même accord. On avait essayé de faire un accord contraignant avec Kyoto. On a vu ce que ça a donné. À la fin, Kyoto représentait à peu près 15 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Là, on essaie d'aller plus loin. Ce n'est pas nécessairement la plus mauvaise méthode, même si ce n'est pas contraignant. Oui, mais même les pays qui essaient de démontrer de la bonne volonté. Alors, on va se donner comme exemple ici le Canada avec Justin Trudeau, sa ministre de l'Environnement qui était tout sourire et qui était vraiment une leader là, lors du sommet à Paris, très flamboyante dans son attitude là, dans cette cause-là. Mais dans les faits, quand on revient à la triste et dure réalité, est-ce que nous, au Canada, on va être capable de rencontrer nos objectifs? Ça va être très, très difficile. On a vu hier le directeur du budget, le directeur parlementaire du budget qui a dit les cibles que vous avez actuellement, dans la situation actuelle, elles seront pratiquement impossibles à atteindre. Et je crois que l'administration Trudeau commence à réaliser que ce ne sera pas une mince tâche. Ces cibles, il faut le rappeler, ce sont les cibles de l'ancien gouvernement Harper. Ce sont les cibles que le Canada a présentées à Paris. On a promis de les bonifier, ces cibles-là. Mais là, on se rend compte qu'avec la structure économique canadienne, avec le fait qu'on la majorité des émissions, enfin, la plus grande partie des émissions provient du secteur du pétrole, provient du secteur du transport. Alors, c'est un changement de structure économique. Ce sont des investissements, par exemple, dans le transport qui vont prendre du temps à avoir des effets et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et je crois et je perçois dans le discours de M. Trudeau un petit changement de ton, justement, où on essaie de mettre à l'avant davantage la vertu des technologies propres, la vertu des investissements dans ces technologies propres, dans les infrastructures vertes. On sent qu'on est en train de prendre conscience que ça ne sera pas facile. Et des fois, je perçois le même ton, dans le fond, que l'ancien gouvernement Harper, qui s'en remettait lui aussi à la vertu des technologies propres. Il n'y a pas que ça qu'il va falloir faire. Il va falloir agir là où les vrais problèmes sont, c'est-à-dire dans l'industrie du gaz et du pétrole et dans la question des transports. Et ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements et ça va demander aussi de contraindre ceux qui polluent. C'était très clair. Merci beaucoup pour cette analyse, Étienne. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.